J'étais en train de couper des légumes dans la cuisine lorsque ma fille de 4 ans a tiré sur mon bras, l'air effrayé et inquiet. Maman, est-ce que je peux arrêter de prendre les pilules que mamie me donne tous les jours? Mon sang se glaça en entendant ces mots. Ma belle-mère avait toujours insisté sur le fait que c'était de bonnes vitamines pour sa croissance et sa santé. Essayant de ne pas paniquer, j'ai dit à ma fille de m'apporter immédiatement le flacon de pilules de sa chambre. Quand j'ai vu l'étiquette, je n'ai absolument pas reconnu le nom du médicament. Je l'ai emmené d'urgence chez le médecin dans l'heure qui a suivi. Lorsque le médecin a examiné attentivement le flacon, son visage est devenu blême et ses mains se sont mises à trembler. Il a violemment claqué le flacon sur la table et a crié avec colère. « Savez-vous ce que c'est? Pourquoi une enfant de 4 ans prend-elle ce médicament? Qui le lui a donné et pourquoi ?» La carotte m'a glissé des mains et a heurté la planche à découper avec un bruit sec. Mardi après-midi, le soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine, projetant des ombres ordinaires sur notre vie ordinaire. Rien dans ce moment ne semblait dangereux jusqu'à ce que ma fille parle. « Maman !» La voix d'Emma s'élevait à peine au-dessus d'un murmure. Je me suis retournée pour la trouver debout à côté de moi, ses petits doigts agrippant l'ourlet de ma chemise. Quelque chose dans son expression a serré ma poitrine. Elle avait le même air que lorsqu'elle avouait avoir cassé quelque chose de précieux. Sauf que la peur était plus profonde. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» Ses yeux bruns ont cherché les miens pendant plusieurs secondes. « Est-ce que je peux arrêter de prendre les pilules que mamie me donne tous les jours ?» Le couteau que je tenais a rejoint la carotte sur la planche à découper. Ma voix est sortie plus stable que je ne me sentais. « Quelle pilule ?» Celle du flacon dans ma chambre. Mamie Diane dit que ce sont des vitamines pour que je devienne grande et forte. La lèvre inférieure d'Emma tremblait. Mais elles me font mal au ventre parfois, et je me sens très fatiguée après. Une vague de froid m'envahit les veines malgré l'après-midi chaud. Diane avait séjourné chez nous pendant 3 semaines pour se remettre d'une opération du genou. Elle avait été si serviable, si attentive à Emma, lui apportant toujours des petites friandises, lui lisant des histoires pour s'endormir, la bordant la nuit. La grand-mère parfaite. « Emma, ma chérie, j'ai besoin que tu me montres exactement quel flacon mamie t'a donné. Peux-tu me l'apporter tout de suite ?» Elle a hoché la tête et a disparu dans le couloir en direction de sa chambre. Je me suis agrippée au bord du comptoir, mes jointures blanchissant. Diane avait mentionné à quelques reprises donner des vitamines à Emma. J'avais supposé qu'elle parlait des vitamines en gélatine pour enfants que nous gardions dans le placard de la cuisine, les mêmes que je donnais moi-même à Emma la plupart des matins. Emma est revenue, serrant un flacon d'ordonnance orange. L'étiquette n'était pas tournée vers moi. « C'est celui-là, maman. » Mes mains tremblaient en prenant le flacon. L'étiquette indiquait le nom d'un médicament que je n'avais jamais vu auparavant. Haloperidol, prescrit à Diane Patterson. Les instructions de dosage étaient pour un adulte. J'ai lu l'étiquette 3 fois, essayant de comprendre ce que je tenais. « Combien est-ce que mamie t'en a donné, mon bébé ?» « Une tous les soirs avant de dormir. » Elle a dit que c'était notre secret spécial. La voix d'Emma baissa encore. Elle m'a dit de ne pas te le dire parce que tu t'inquiètes trop pour des bêtises. Le flacon était à moitié vide. Selon la date de renouvellement, Diane avait récupéré cette ordonnance seulement 10 jours avant de venir chez nous. Elle n'aurait dû en utiliser qu'une infime partie. Mes connaissances médicales étaient limitées, mais je savais que les médicaments sur ordonnance n'étaient pas destinés aux enfants, sauf prescription spécifique de leur pédiatre. Et le médecin d'Emma n'avait jamais mentionné ce médicament. « Va mettre tes chaussures tout de suite. Nous allons voir le docteur Stevens. » Est-ce que j'ai fait une bêtise? J'ai serré Emma dans mes bras, respirant l'odeur de fraise de son shampoing. Non, ma chérie. Tu as fait exactement ce qu'il fallait en le disant à maman. Tu n'as aucun souci à te faire. Le trajet jusqu'au cabinet du pédiatre a duré 12 minutes qui ont semblé des heures. Emma était assise dans son siège auto, fredonnant une chanson de son dessin animé préféré, complètement inconsciente de la terreur qui me parcourait. J'ai appelé à l'avance, expliquant la situation à la réceptionniste qui l'a immédiatement signalée comme urgente. Le docteur Stevens nous a rejointes dans la salle d'examen en quelques minutes.
Il était habituellement si calme, le genre de médecin qui faisait que les parents se sentaient stupides de s'inquiéter. Aujourd'hui, son sourire professionnel s'est effacé dès que je lui ai tendu le flacon. Son visage s'est vidé de sa couleur en lisant l'étiquette. Le flacon tremblait dans sa main. Puis il l'a claqué si fort sur la table d'examen qu'Emma a sursauté. « Savez-vous ce que c'est ? Pourquoi une enfant de 4 ans prend-elle ce médicament ? Qui le lui a donné et pourquoi ? » Sa réaction m'a terrifiée plus que tout le reste. Le docteur Stevens n'élevait jamais la voix. Il annonçait les mauvaises nouvelles concernant les otites et les spécialistes nécessaires avec une douce compassion. Maintenant, la fureur et quelque chose comme la peur transformaient ses traits. Ma belle-mère le lui a donné. Elle a dit que c'était des vitamines. Ma voix s'est brisée. Qu'est-ce que c'est ? Le docteur Stevens a posé les 2 paumes à plat sur la table, essayant visiblement de se calmer. L'halopéridol est un médicament antipsychotique. Il est prescrit pour des troubles mentaux graves chez les adultes. Il ne devrait jamais, en aucune circonstance, être donné à un enfant de cet âge, sauf sous une supervision psychiatrique très spécifique pour des cas extrêmes. La pièce se mit à tanguer. Antipsychotique. Les effets secondaires chez les enfants peuvent être catastrophiques. On parle de potentiels dommages neurologiques, de problèmes métaboliques, de troubles du mouvement qui pourraient être permanents. Il s'est tourné vers Emma, adoucissant son ton. « Ma puce, peux-tu me dire comment tu t'es sentie ces derniers temps ?» Emma balançait ses jambes depuis la table d'examen. « Fatiguée, et parfois j'ai très mal au ventre et j'ai très sommeil même quand ce n'est pas l'heure d'aller au lit. » Le docteur Stevens a examiné Emma avec une minutie qui a pris près d'1 heure. Il a vérifié ses réflexes, sa coordination, son élocution. Il l'a interrogée sur son appétit, son sommeil, tout mouvement involontaire. Chaque test faisait battre mon cœur plus fort. « J'appelle les services de protection de l'enfance », a-t-il dit doucement une fois qu'Emma était distraite avec des autocollants. Cela constitue une maltraitance médicale. Je l'admets également pour observation et pour faire un bilan sanguin complet. Est-ce qu'elle va s'en sortir ? Je ne sais pas encore. Cela dépend de la quantité qu'on lui a donnée et pendant combien de temps. Vous avez dit 3 semaines. Sa mâchoire se crispa. Nous devons la surveiller attentivement. Certains effets pourraient ne pas apparaître immédiatement. L'admission à l'hôpital semblait surréaliste. Les infirmières s'activaient efficacement autour d'Emma, attachant des moniteurs et prélevant des échantillons de sang. Ma fille restait joyeuse, pensant que c'était une aventure. Elle ne comprenait pas pourquoi maman n'arrêtait pas de pleurer. J'ai appelé mon mari, James, depuis le couloir de l'hôpital. Il était en voyage d'affaires à Atlanta et ne devait rentrer que vendredi. James, il est arrivé quelque chose à Emma. Ta mère lui donnait ses médicaments sur ordonnance. Quoi ? Maman ne ferait pas ça. Elle a donné de l'halopéridol à Emma. Sais-tu ce que c'est ? Un silence s'est étiré au bout du fil. C'est le médicament de maman. Elle le prend pour sa maladie. Quelle maladie ? Elle a une schizophrénie paranoïde. Elle a été diagnostiquée il y a des années, avant notre mariage. Le médicament la maintient sous contrôle. La voix de James est devenue défensive. Mais elle ne ferait jamais rien pour blesser Emma. Il doit y avoir une erreur. Le flacon est à moitié vide, James. Ta mère a donné à notre fille de 4 ans un médicament antipsychotique tous les soirs pendant 3 semaines. Le docteur Stevens a dû l'admettre à l'hôpital. Je prends le prochain vol pour rentrer. L'enquêtrice des services de protection de l'enfance est arrivée 2 heures plus tard. Patricia Wallace était une femme d'une 50aine d'années à l'air fatiguée qui avait probablement tout vu. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes détaillées. Où est Madame Patterson maintenant ? Chez nous, je suppose. Je suis partie directement de là avec Emma. La rage que j'avais réprimée a bouillonné. Quel genre de personne fait ça ? Quelle raison possible pourrait-elle avoir ? L'expression de Patricia est restée neutre. Je vais devoir l'interroger. Pouvez-vous l'appeler et lui demander de rester à la maison ? J'ai composé le numéro de Diane avec des doigts tremblants.
Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix agréable et chaleureuse. Ma chérie, comment se passe ton après-midi? Diane, j'ai besoin que tu restes à la maison. Quelqu'un des services de protection de l'enfance doit te parler. Les services de protection de l'enfance? Mais pour quelle raison? Tu sais exactement pourquoi. Ma voix est devenue d'acier. Les pilules que tu as données à Emma. Le silence a duré 5 secondes. Puis Diane a ri. Un son léger et cristallin. Oh, ces vitamines. J'essayais juste d'aider. Emma a toujours été une enfant si agitée. Et j'ai lu que certains compléments peuvent aider avec le sommeil et la concentration. Ce n'étaient pas des vitamines. C'était ta prescription d'allopéridol. Ne sois pas ridicule. Je ne ferai jamais. J'ai le flacon dans la main en ce moment même, Diane. Ton nom est sur l'étiquette. Le docteur Stevens a admis Emma à l'hôpital à cause de ce que tu as fait. Une autre pause. Quand Diane a de nouveau parlé, son ton avait changé pour quelque chose de plus froid. Tu as toujours été une mère trop anxieuse. Emma va parfaitement bien. Un peu de discipline et de structure, c'est ce dont elle avait besoin, pas d'être choyée. De la discipline? Tu l'as droguée. Elle avait besoin d'apprendre à être calme et obéissante. Elle courait toujours partout, faisait du bruit, interrompait les conversations des adultes. Le médicament l'a aidée à être plus facile à gérer. Mon corps tout entier s'est raidi. Facile à gérer? De nos jours, on laisse les enfants faire n'importe quoi. De mon temps, nous savions comment élever des enfants respectueux et silencieux. Je te rendais service. La voix de Diane portait une conviction absolue. Tu devrais me remercier, pas agir comme si j'avais commis un crime. Patricia avait écouté sur le haut-parleur. Elle a pris le téléphone. Madame Patterson, ici Patricia Wallace des services de protection de l'enfance. J'ai besoin que vous restiez à la résidence. Je serai là dans l'heure pour discuter de cette affaire. Je n'ai pas à vous parler sans la présence de mon avocat. C'est votre droit, Madame Patterson. Mais quitter la résidence avant que nous ayons parlé compliquera considérablement les choses. L'appel s'est terminé. Patricia m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. J'ai vu beaucoup de choses dans ce métier, mais des grands-parents qui droguent des enfants pour les rendre plus faciles à gérer est particulièrement dérangeant. James est arrivé à l'hôpital vers minuit. Il avait l'air épuisé par le vol d'urgence, sa cravate desserrée et sa chemise froissée. Emma dormait alors, les moniteurs émettant de légers bips dans la pièce sombre. Comment va-t-elle? Il la surveille. Les analyses de sang montrent la présence du médicament dans son système. Évidemment, ils ne sauront rien des effets à long terme avant un moment. Je ne pouvais pas le regarder. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de la maladie de ta mère? Elle est stable depuis des décennies. Je ne pensais pas que c'était important. Tu ne pensais pas que c'était important? L'épuisement me rendait tranchante. Ta mère a une maladie mentale grave nécessitant un traitement antipsychotique, et tu n'as pas jugé bon que je le sache avant de laisser notre fille sous sa garde? Elle m'a très bien élevée. Le médicament fonctionne. Elle gère sa maladie depuis mon adolescence. James passa ses mains dans ses cheveux. Je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait une chose pareille. Eh bien, elle l'a fait, et maintenant notre fille est dans un lit d'hôpital. Le docteur Stevens nous a donné des nouvelles le lendemain matin. La bonne nouvelle, c'est que 3 semaines d'exposition à faible dose ne causeront probablement pas de dommages permanents. Les enfants sont remarquablement résilients. Mais Emma aura besoin d'un suivi pendant plusieurs mois pour surveiller tout effet neurologique retardé. Et la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que votre belle-mère a fait preuve d'un jugement extrêmement médiocre qui a mis Emma en grand danger. Le médicament aurait pu provoquer des convulsions, une grave perturbation métabolique ou des troubles du mouvement. Emma s'est plainte de douleurs à l'estomac et de somnolence excessive, qui sont les effets secondaires les plus légers. Nous avons eu de la chance. De la chance? Ma fille de 4 ans avait été secrètement droguée pendant des semaines, et nous avions eu de la chance. L'enquête de Patricia Wallace a progressé rapidement.
Elle a longuement interrogé Diane, examiné les dossiers médicaux et parlé avec les enseignantes de la maternelle d'Emma. Le tableau qui s'est dessiné était glaçant. Votre belle-mère croyait sincèrement qu'elle aidait, a expliqué Patricia lors d'une réunion de suivi. Elle considérait l'énergie et le comportement normaux de l'enfance d'Emma comme des problèmes à corriger. Dans son esprit, le médicament était une solution raisonnable pour rendre Emma plus docile. Mais elle savait que c'était mal, ai-je dit, sinon elle n'aurait pas dit à Emma de garder le secret. Elle savait que vous vous y opposeriez. Selon son jugement, votre objection serait basée sur un maternage surprotecteur plutôt que sur des préoccupations médicales légitimes. Elle s'est sentie justifiée de vous contourner. Patricia posa son stylo. Malheureusement, ce niveau de pensée délirante suggère que sa maladie mentale n'est peut-être pas aussi bien contrôlée que tout le monde le croyait. James luttait avec la réalité des actions de sa mère. Il voulait croire que c'était une erreur, un malentendu, n'importe quoi sauf un acte délibéré. Mais les preuves étaient indéniables. La propre psychiatre de Diane a été horrifiée lorsqu'elle a été contactée. Elle me rapportait des humeurs stables et une bonne observance du traitement depuis des années, mais elle obtenait des renouvellements plus fréquents que ce que sa prescription autorisait, ce que j'avais remarqué. Mais que j'attribuais à un ajustement des dosages sans me le dire. Maintenant je comprends qu'elle donnait des pilules à quelqu'un d'autre. Cela explique entièrement l'écart. Les conséquences légales se sont déroulées lentement. Le procureur de district a examiné l'affaire et a porté des accusations de mise en danger d'enfants et d'administration de substances nocives à un mineur. Diane a soutenu qu'elle n'avait rien fait de mal, que les parents modernes étaient trop permissifs, que les enfants avaient besoin d'une guidance ferme. Son avocat a tenté de plaider la capacité diminuée en raison de sa maladie mentale. L'accusation a répliqué que son instruction à Emma de garder des secrets prouvait qu'elle comprenait que ses actions étaient répréhensibles. L'affaire s'est réglée avant le procès par un accord de plaidoyer qui comprenait un traitement psychiatrique obligatoire, une probation et une ordonnance de protection interdisant tout contact avec Emma. La relation de James avec sa mère s'est fracturée de manière irréparable. Il avait passé son enfance à croire que sa maladie était entièrement gérée, que le médicament la rendait essentiellement normale. Découvrir qu'elle avait drogué sa fille a brisé cette fiction confortable. J'aurais dû te le dire, a-t-il admis un soir alors que nous étions assis dans la chambre d'Emma, la regardant dormir paisiblement. J'aurais dû être honnête sur le diagnostic de maman. Je voulais juste croire que ça n'avait plus d'importance. Ça en avait. Ça en a toujours eu. J'ai gardé la voix basse. Mais ce n'est pas toi qui as fait ça. C'est elle. Le rétablissement d'Emma a pris des mois de patience douce. Elle faisait des cauchemars où elle prenait des pilules, refusait tout médicament, y compris les analgésiques pour enfants lorsqu'elle avait de la fièvre. Le docteur Stevens a recommandé une thérapie pour enfants pour l'aider à traiter ce qui s'était passé. La thérapeute, Catherine, a été merveilleuse avec Emma. Elle a utilisé la thérapie par le jeu et l'art pour aider Emma à comprendre que ce qui était arrivé n'était pas de sa faute, que garder des secrets sur les médicaments était toujours mal. Et que les adultes qui demandaient aux enfants de cacher des choses à leurs parents enfreignaient des règles importantes. Emma va s'en sortir, nous a assuré Catherine après plusieurs séances. Elle est assez jeune pour que cela ne définisse pas son enfance, mais restez vigilant quant à tout problème de confiance qui pourrait émerger, surtout avec les figures d'autorité. Diane envoyait des lettres depuis son centre de traitement ordonné par le tribunal. Elles arrivaient toutes les quelques semaines, écrites de sa main précise. James les a lues une fois, puis a cessé de les ouvrir. Elles disaient toutes des variations de la même chose, elle avait essayé d'aider, nous réagissions de manière excessive, un jour nous comprendrions, et elle voulait seulement qu'Emma soit une enfant bien élevée. Elle ne comprend toujours pas, a dit James en jetant une autre lettre non ouverte à la poubelle. Elle pense toujours qu'elle avait raison. Sa famille s'est fracturée le long de lignes de faille qui existaient apparemment depuis des années. La sœur de James, Rachel, a pris le parti de Diane, insistant sur le fait que notre réaction était extrême. Maman a juste fait une erreur. Elle aime Emma. Vous détruisez la famille pour des vitamines. Ce n'étaient pas des vitamines, ai-je dit froidement lors d'un appel téléphonique que je n'avais pas voulu prendre.
C'était un médicament antipsychotique qui aurait pu causer des dommages cérébraux permanents. Maman a dit que c'était essentiellement des compléments à base de plantes. Tu montes ça en épingle. Rachel, l'étiquette de l'ordonnance est littéralement une preuve dans une affaire criminelle. Il n'y a aucune ambiguïté. Mais Rachel, comme Diane, avait décidé de sa version de la réalité et refusait de se laisser influencer par les faits. Elle a complètement cessé de nous parler après la condamnation de Diane au tribunal. Le père de James, Ronald, a adopté une approche différente. Il avait divorcé de Diane 15 ans plus tôt après des décennies à gérer sa maladie. Je savais que quelque chose comme ça finirait par arriver, a-t-il dit lourdement lorsque nous nous sommes rencontrés pour un café. Elle a toujours eu des angles morts concernant son propre jugement. Le médicament aide, mais il ne résout pas le problème de fond. Pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus? Auriez-vous écouté? James a passé des années à insister sur le fait que sa mère allait bien, que j'étais le problème dans le mariage. Il ne voulait pas voir ce que je voyais. Ronald remua distraitement son café. La maladie mentale est compliquée. Diane n'est pas un monstre, mais elle n'est pas non plus sûre pour être laissée sans surveillance avec des personnes vulnérables. Cette vérité était difficile à accepter. Diane avait été gentille à bien des égards, généreuse en cadeaux et en temps. Elle avait aidé aux tâches ménagères, préparé les plats préférés d'Emma, semblait être la grand-mère idéale. Le stratagème du médicament avait été calculé et maintenu pendant des semaines, mais il provenait d'un système de croyances déformé plutôt que d'une intention malveillante. Est-ce que ça rend les choses meilleures ou pires? Ai-je demandé à James un soir. Je ne sais pas, peut-être pire. Si elle avait essayé de blesser Emma, au moins ça aurait un sens, d'une manière terrible. Mais elle pensait sincèrement qu'elle améliorait notre fille. Elle pensait que rendre une enfant de 4 ans docile et somnolente nous aidait à être de meilleurs parents. Les rendez-vous de suivi d'Emma n'ont montré aucun dommage physique durable. Les analyses de sang se sont normalisées. La somnolence excessive s'est estompée. Son appétit est revenu. Le docteur Stevens est resté prudemment optimiste. Surveillez tout mouvement involontaire ou tic au cours de l'année prochaine. Et évidemment, Emma ne devrait plus jamais être exposée à des médicaments antipsychotiques, sauf prescription d'un psychiatre pour des raisons légitimes, ce qui est extraordinairement improbable. Il a pris une note dans son dossier. C'est une enfant chanceuse. Chanceuse? Encore ce mot. James et moi étions dans la cuisine un après-midi, environ 8 mois après les événements, quand Emma est entrée avec son sac à dos. Elle s'adaptait bien à la maternelle, se faisait des amis, ne montrant aucun traumatisme évident de l'incident médicamenteux. Maman, la mamie de mon amie Anna lui apporte des biscuits spéciaux tous les vendredis. Est-ce que je peux avoir des biscuits comme ça? Ma poitrine s'est contractée avant que je ne me reprenne. Quel genre de biscuits aime Anna? Aux pépites de chocolat. Elle dit que sa mamie les fait avec un supplément de chocolat. Emma a souri avec espoir. Tu peux en faire? Je pense qu'on peut s'arranger. James a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce. Nous avons tous les deux eu la même fraction de seconde de peur. Chaque fois qu'Emma mentionnait des grands-parents ou des friandises spéciales, le passé revenait en force. Mais Emma voulait juste des biscuits, complètement innocente de nos angoisses d'adultes. Je vais chercher les ingrédients, a dit James doucement. Ce soir-là, alors qu'Emma m'aidait à incorporer les pépites de chocolat, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Ici l'avocat Gerald Kirkland, représentant Diane Patterson. Je vous appelle pour discuter des modalités de garde. Excusez-moi. Madame Patterson souhaite déposer une requête pour obtenir un droit de visite de grands-parents. Elle a terminé son traitement ordonné par le tribunal et estime qu'elle a le droit de maintenir une relation avec sa petite fille. Absolument pas. Madame Patterson est disposée à accepter des visites supervisées. Elle a suivi une thérapie approfondie et maintient qu'elle comprend désormais les préoccupations soulevées lors de l'incident. L'incident? Ma voix s'est élevée. Elle a drogué ma fille avec des antipsychotiques sur ordonnance pendant 3 semaines. Il y a une ordonnance de protection en place qui expire dans 6 mois.
Madame Patterson souhaite commencer à reconstruire la relation dans un environnement contrôlé. Le ton de Kirkland suggérait qu'il lisait des notes préparées. Elle est la grand-mère d'Emma. Elle a un statut légal pour demander un contact raisonnable. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez. La réponse est non. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé notre propre avocat, Mitchell Payton. Il s'était occupé de l'ordonnance de protection et avait représenté nos intérêts lors de l'accord de plaidoyer de Diane. Elle va déposer une demande de droit de visite de grands-parents, m'exclamai-je. Peut-elle faire ça? Malheureusement, oui. Les grands-parents ont certains droits dans cet état, surtout s'ils peuvent démontrer une relation antérieure avec l'enfant. Le fait qu'elle ait terminé son traitement ordonné par le tribunal joue en sa faveur. Mitchell fit une pause. Mais les circonstances de l'ordonnance de protection et de l'affaire pénale jouent fortement en notre faveur. Aucun juge n'accordera un accès non supervisé. Et nous pouvons argumenter que tout contact est préjudiciable au bien-être d'Emma. Je ne veux pas qu'Emma s'approche d'elle, jamais. Je comprends et nous nous battrons, mais préparez-vous à une bataille juridique. Diane a décidé qu'elle veut revenir dans la vie d'Emma, et elle va utiliser toutes les voies légales disponibles. L'audience de garde a été fixée 8 mois plus tard. Mitchell a préparé notre dossier méthodiquement, rassemblant les rapports médicaux du Dr Stevens, les notes de thérapie de Catherine et les déclarations de l'enquêtrice des services de protection de l'enfance. Les preuves étaient accablantes. Ces 8 mois ont été comme vivre en suspens. Chaque jour apportait de nouveaux défis que je n'avais pas anticipés. Emma a commencé à avoir du mal à dormir, se réveillant plusieurs fois chaque nuit, demandant si quelqu'un allait la forcer à prendre des médicaments. James s'est replié sur lui-même, travaillant de plus longues heures pour éviter d'affronter la réalité de ce que sa mère avait fait. Je me suis surprise à faire des recherches obsessionnelles sur l'halopéridol à 2 heures du matin, lisant des revues médicales sur ses effets sur les cerveaux en développement. Les études me terrifiaient. Les enfants qui avaient reçu de manière inappropriée des antipsychotiques développaient parfois une dyskinésie tardive, un trouble du mouvement provoquant des tics et des spasmes musculaires involontaires. D'autres subissaient de graves problèmes métaboliques, augmentant considérablement leur risque de diabète et de maladies cardiaques plus tard dans la vie. Le Dr Stevens nous avait assuré que 3 semaines d'exposition à la dose que Diane avait donnée ne causeraient probablement pas ces problèmes. Probablement. Ce mot me hantait. Pas définitivement. Pas certainement. Probablement. J'ai pris un autre rendez-vous avec lui 2 semaines avant l'audience, ayant besoin d'un réconfort que je ne semblais trouver nulle part ailleurs. Les examens neurologiques d'Emma continuent d'être normaux, a-t-il dit en examinant ses derniers résultats. Ses réflexes sont appropriés. Sa coordination est excellente. Aucun signe d'anomalie du mouvement. Son bilan métabolique est bon. Le poids et la taille suivent sa courbe de croissance normale. Mais vous avez dit que nous devions la surveiller pendant 1 an. Nous n'en sommes qu'à 8 mois. Et nous continuerons à la surveiller, mais chaque mois qui passe sans symptômes est encourageant. Le docteur Stevens posa sa tablette. Je sais que vous avez peur. Ce qui est arrivé à Emma était grave et effrayant, mais les cerveaux des enfants ont une plasticité et une résilience remarquables. Les dommages qui nous inquiétaient ne semblent pas se manifester. Et les effets psychologiques? Elle est si anxieuse maintenant à propos des médicaments, du fait de me cacher des secrets. Elle ne veut même pas prendre un analgésique pour enfant quand elle a mal à la tête. C'est tout à fait compréhensible étant donné ce qu'elle a vécu. Catherine aborde ces questions en thérapie, n'est-ce pas? Oui. Mais les progrès semblent lents. La guérison d'un traumatisme est lente. Emma a vécu une trahison de confiance significative de la part de quelqu'un qu'elle aimait. Cela prend du temps à traiter, même avec un bon soutien thérapeutique. Il se pencha en avant. Mais elle est en train de le traiter. Elle ne dissocie pas ou ne montre pas de signes de SSPT. Elle est prudente à juste titre, ce qui est en fait sain. Je voulais me sentir rassurée, mais la peur s'était trop profondément ancrée. Chaque fois qu'Emma semblait fatiguée ou se plaignait d'un mal de ventre, je me demandais si c'était un effet retardé du médicament. Chaque fois qu'elle était plus calme que d'habitude, je m'inquiétais des dommages neurologiques affectant sa personnalité.
James a remarqué mon anxiété grandissante. Tu vérifies à nouveau sa respiration la nuit. Je veux juste m'assurer qu'elle va bien. Elle va bien. Le docteur Stevens l'a dit. Angela l'a dit. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur constante. Il se frotta le visage avec lassitude. Je sais que c'est hypocrite de ma part, puisque j'arrive à peine à fonctionner en ce moment, mais tu as besoin de l'entendre. Et toi, comment tu tiens le coup? Vraiment? Je n'arrête pas de rêver de mon enfance, de moments que j'avais oubliés ou réinterprétés avec un regard d'adulte. James fixa le plafond de la chambre. Il y a eu cette fois, quand j'avais 9 ans, où je suis tombée très malade. Forte fièvre, vomissements, tout le tralala. Maman insistait que j'allais bien. Que j'exagérais pour attirer l'attention. Papa a fini par m'emmener chez le médecin quand même. Il s'est avéré que j'avais une appendicite et que j'avais besoin d'une opération d'urgence. Elle ne croyait pas que tu étais vraiment malade? Elle pensait que je faisais du cinéma. Le médecin a dit à papa que si nous avions attendu un jour de plus, mon appendice se serait rompu. Il se tourna pour me regarder. J'avais complètement oublié cet incident. Je l'avais réécrit dans ma tête comme si maman était occupée ou distraite. Mais en fait, elle ne faisait tout simplement pas confiance à ma perception de mon propre corps. C'est terrifiant. D'autres souvenirs reviennent aussi. Des fois où elle a pris des décisions qui semblaient étranges, mais que j'ai justifiées parce que c'était ma mère et que le médicament était censé la maintenir stable. Sa voix baissa. Et si elle n'était pas aussi contrôlée que tout le monde le pensait? Et si j'ai manqué des signes avant-coureurs parce que je voulais croire qu'elle était normale? Je n'avais pas de réponse pour lui. Nous étions tous les deux aux prises avec la réalité que la personne que nous pensions être Diane n'avait peut-être jamais existé. La grand-mère gentille et serviable avait été une performance, ou au mieux une vérité partielle cachant une instabilité plus profonde. La semaine précédant l'audience, l'avocat de Diane nous a envoyé un dossier de lettres de recommandation. Des gens de son église, des voisins, ses partenaires de bridge, tous écrivant des témoignages élogieux sur la personne merveilleuse qu'elle était. Attentionnée, généreuse, dévouée à sa famille. Plusieurs mentionnaient à quel point elle parlait d'Emma, à quel point elle aimait être grand-mère. Ils n'ont aucune idée de ce qu'elle a fait, ai-je dit en parcourant les lettres. Mitchell s'y attendait. Diane présente bien. C'est en partie ce qui rend cette affaire si troublante. Elle n'est pas une personne manifestement instable. Elle est charmante et fonctionnelle dans la plupart des contextes. Ce n'est que dans des situations spécifiques, avec des déclencheurs spécifiques, que l'illusion se brise. Donc, elle pourrait recommencer avec un autre enfant, potentiellement, si on lui en donnait l'accès et l'occasion. C'est pourquoi l'ordonnance de protection est si importante et pourquoi nous devons nous assurer qu'elle soit prolongée ou rendue permanente. Il tapota une pile de lettres. Celles-ci n'ont aucune valeur face à ce qu'elle a réellement fait. Être gentil avec ses voisins n'annule pas le fait d'avoir drogué sa petite fille. La sœur de James, Rachel, a également envoyé une lettre. Bien qu'elle soit arrivée chez nous plutôt que de passer par les voies légales. 8 pages d'accusations, de reproches et de justifications désespérées. Tu as détruit toute la vie de maman pour une simple erreur, écrivait-elle. Elle essayait d'aider parce qu'Emma était clairement hors de contrôle, et tu étais trop permissive pour la discipliner correctement. Maman a toujours été une excellente mère et grand-mère. Elle nous a élevés avec succès, James et moi. Malgré ses difficultés. Cette vendetta que tu poursuis est cruelle et inutile. Emma n'a pas été blessée. On lui a juste appris un peu de maîtrise de soi, ce dont elle avait franchement besoin. J'ai lu la lettre 2 fois, chaque fois me sentant plus incrédule. Rachel croyait sincèrement que droguer une enfant de 4 ans pour la rendre plus calme était une discipline raisonnable. Elle ne voyait rien de mal dans les actions de Diane. Ta sœur pense qu'Emma avait besoin d'être droguée pour être une enfant normale et énergique, ai-je dit à James en lui tendant la lettre. Il l'a lue en silence, son expression s'assombrissant à chaque paragraphe. Puis il a méthodiquement déchiré la lettre en petits morceaux. Rachel a toujours été la préférée de maman. Maman ne pouvait rien faire de mal à ses yeux. Je ne devrais pas être surpris qu'elle défende ça.
Elle qualifie ce que Diane a fait d'apprentissage de la maîtrise de soi. Les 2 enfants de Rachel sont les enfants les plus calmes que j'ai jamais rencontrés. Ils parlent à peine à moins qu'on ne leur adresse la parole. Ne courent jamais partout ni ne font de bruit. J'ai toujours pensé que maman avait juste mieux réussi à leur apprendre les bonnes manières qu'avec moi. James jeta les morceaux déchirés à la poubelle. Maintenant, je me demande s'il n'y a pas une autre explication. L'implication flottait entre nous, horrible et impossible à prouver. Rachel vivait à 3 états de distance. Nous n'avions aucun accès à ses enfants. Aucun moyen de vérifier s'ils étaient naturellement bien élevés ou anormalement soumis. Devrions-nous signaler nos soupçons, ai-je demandé. Sur la base de quoi? Une lettre défendant les actions de maman et l'observation que les enfants de Rachel sont calmes? James secoua la tête. Nous n'avons aucune preuve. Et honnêtement, je ne sais pas si je vois des schémas qui n'existent pas parce que je suis paranoïaque maintenant, ou si je vois enfin ce qui a toujours été visible. J'ai quand même appelé Rachel, ayant besoin d'essayer, même si je savais que c'était futile. Est-ce que tu drogues tes enfants? Ai-je demandé directement. Excuse-moi? Tes enfants sont toujours si calmes, si dociles. Est-ce que tu leur donnes quelque chose pour les garder ainsi? Le hoquet d'indignation de Rachel fut une réponse suffisante. Comment oses-tu m'accuser d'une chose pareille? Mes enfants sont bien élevés parce que je suis une bonne mère qui fixe des limites et des attentes. Contrairement à toi, qui laisse Emma faire n'importe quoi et qui rejette la faute sur les autres quand il y a des conséquences. Des conséquences? Diane l'a droguée. Maman l'a aidée à apprendre l'autorégulation. Tu déformes tout pour te faire passer pour la victime. La voix de Rachel s'est élevée. Et maintenant, tu attaques mon rôle de mère parce que tu ne supportes pas que quelqu'un suggère que tu as tort. Mes enfants vont bien. Mieux que bien. Ils sont respectueux et disciplinés, ce qui est plus que ce que je peux dire d'Emma. Emma a 4 ans. Elle est censée être énergique et bruyante parfois. C'est le développement normal d'un enfant. C'est le chaos. Les enfants ont besoin de structure et de calme. Ils doivent apprendre que le monde ne tourne pas autour de leurs impulsions. La conviction de Rachel était absolue. Maman a compris ça. Elle essayait de t'aider à l'apprendre aussi. Au lieu de ça, tu as détruit sa vie et déchiré cette famille. L'appel s'est mal terminé, Rachel me raccrochant au nez au milieu d'une phrase. Je suis restée assise, fixant mon téléphone, me demandant si je venais d'entendre un aveu de culpabilité ou simplement une philosophie parentale différente poussée à l'extrême. On ne peut pas sauver tout le monde, a dit James doucement. Il avait écouté ma partie de la conversation. Si Rachel fait quelque chose de similaire, le pédiatre de ses enfants devra le remarquer. Nous ne pouvons pas forcer une enquête sur la base de soupçons. Mais ce que nous pouvons faire, c'est protéger Emma. C'est ce que nous pouvons faire. Nous nous assurons que Diane n'ait plus jamais accès à elle. Et nous aidons Emma à guérir de ce qui s'est passé. Le reste est hors de notre contrôle. Cela ressemblait à un abandon, mais il avait raison. Nous ne pouvions pas mener toutes les batailles, surtout quand nous n'avions aucune preuve de méfaits. Les enfants de Rachel pouvaient simplement être naturellement calmes, ou elle pouvait être une mère autoritaire exigeant une obéissance excessive. Ni l'un ni l'autre n'était criminel. Pourtant, l'inquiétude me rongeait pendant les jours restants avant l'audience. Combien d'autres enfants Diane avait-elle côtoyé? Combien de fois avait-elle décidé qu'un enfant avait besoin d'être rendu facile à gérer? L'enquête s'était concentrée uniquement sur Emma parce que c'était le seul cas que nous pouvions prouver. Mais Diane était grand-mère depuis 9 ans. Elle gardait régulièrement les enfants de Rachel. Mitchell m'a dit de me concentrer sur ce que nous pouvions contrôler. L'audience concerne Emma et Emma seule. Le juge ne se soucie pas des situations hypothétiques avec d'autres enfants. Nous devons présenter un dossier clair et convaincant montrant que le contact entre Diane et Emma est nuisible. Il a préparé une chronologie des événements, des documents médicaux et des témoignages d'experts du Dr Stevens et d'Angela Morris. Le dossier était en béton sur le papier, mais le tribunal de la famille pouvait être imprévisible, surtout lorsque les droits des grands-parents étaient en jeu. Certains juges sont très sympathiques aux grands-parents,
m'a prévenu Mitchell. Il considère que les personnes âgées méritent des relations avec leurs petits-enfants, même en cas de conflit. Nous pourrions faire face à une bataille difficile malgré l'épreuve. Elle a empoisonné Emma. Légalement, elle a administré des substances nocives à un mineur. Émotionnellement et familièrement, oui, elle l'a empoisonné, mais la terminologie du tribunal est importante. Et le fait que Diane ait terminé son traitement ordonné par le tribunal joue en sa faveur. Même si nous savons tous les deux que cela ne signifie pas qu'elle a réellement changé. Mitchell a redressé ses papiers. Soyez prêts à ce que ça aille dans un sens ou dans l'autre. La nuit précédant l'audience, je n'ai pas pu dormir du tout. Je n'arrêtais pas de repasser les pires scénarios dans ma tête, où le juge ordonnerait des visites supervisées, où Diane serait assise en face d'Emma dans une pièce stérile avec un superviseur du tribunal, essayant de reconstruire une relation qui n'aurait jamais dû être reconstruite. Emma avait enfin cessé de faire des cauchemars. Elle riait à nouveau, jouait avec ses amis, se comportait comme une enfant de maternelle normale. La forcer à reprendre contact avec Diane, même supervisée, annulerait des mois de progrès thérapeutiques. James m'a trouvée assise sur le sol de la salle de bain à 3 heures du matin, pleurant silencieusement pour ne pas réveiller Emma. « Nous allons gagner », a-t-il dit en s'asseyant à côté de moi. Mitchell est préparé. Les preuves sont accablantes, et la thérapeute d'Emma va témoigner du préjudice que tout contact causerait. Le juge devrait tout ignorer pour statuer en faveur de maman. Mais et s'il le fait? Et s'il décide que les droits des grands-parents l'emportent sur la sécurité d'Emma? Alors nous ferons appel. Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce qu'Emma soit protégée. Il m'a serré contre lui. Je ne laisserai pas ma mère lui faire du mal à nouveau. Peu m'importe ce que dit un juge. Sa certitude m'a plus aidé que n'importe quelle assurance juridique. Nous étions unis là-dedans, absolument déterminés à garder Emma en sécurité, quels que soient les obstacles. Le matin de l'audience est arrivé avec une finalité brutale. Plus de délai, plus de temps de préparation. Aujourd'hui déterminerait si Diane ferait partie de la vie d'Emma à l'avenir. Diane est arrivée au tribunal, impeccable, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, portant une robe sobre qui projetait l'image d'une grand-mère respectable. Elle avait pris du poids pendant son traitement, son visage plus doux que dans mes souvenirs. Elle a totalement évité le contact visuel avec James. Son avocat a présenté son cas en premier. Diane avait terminé 8 mois de traitement psychiatrique intensif. Sa médication avait été ajustée et optimisée. Elle assistait à des séances de thérapie hebdomadaires. Elle reconnaissait que donner son médicament à Emma était mal et prétendait comprendre pourquoi. Elle voulait une chance de reconstruire la relation dans des conditions supervisées. Madame Patterson aime sa petite fille, a plaidé Kirkland. Elle a commis une grave erreur de jugement, mais elle a pris ses responsabilités et a fait un travail considérable pour régler les problèmes qui ont conduit à ses actions. Priver Emma de la possibilité de connaître sa grand-mère les punit toutes les deux. Le contre-argument de Mitchell a été dévastateur. Il a passé en revue les preuves médicales, montrant exactement à quel point les actions de Diane avaient été dangereuses. Il a présenté les notes de thérapie d'Emma discutant des cauchemars et de l'anxiété liée à la prise de médicaments. Il a montré à la cour des extraits des lettres de Diane où elle affirmait n'avoir rien fait de mal. Madame Patterson a terminé le traitement ordonné par le tribunal. Oui. Mais sa propre correspondance démontre qu'elle n'accepte fondamentalement pas la responsabilité d'avoir mis Emma en danger. Elle se considère comme une victime d'un parentage surprotecteur plutôt que comme l'auteur de maltraitance infantile. Mitchell a déposé les lettres. Le risque de retraumatiser Emma l'emporte de loin sur tout bénéfice potentiel d'un contact forcé avec quelqu'un qui l'a droguée pour la rendre facile à gérer. La juge, une femme sévère dans la soixantaine nommée Barbara Thornton, a examiné les preuves pendant ce qui a semblé une éternité. Diane restait parfaitement immobile, le visage impassible. James serrait ma main si fort que mes doigts s'engourdissaient. J'ai lu les évaluations psychiatriques, les rapports médicaux et l'historique du cas, a finalement dit la juge Thornton. Les actions de Madame Patterson ont constitué une mise en danger grave d'un enfant. Bien que j'apprécie qu'elle ait terminé son traitement, je suis troublée par les preuves suggérant une acceptation incomplète de sa faute.
L'expression composée de Diane s'est légèrement fissurée. De plus, les notes de la thérapeute d'Emma indiquent que l'enfant éprouve toujours de l'anxiété liée à cet incident. Forcer le contact avec une personne qui a causé ce traumatisme ne sert l'intérêt de personne, sauf peut-être celui de Madame Patterson. La juge Thornton a regardé Diane droit dans les yeux. La requête pour un droit de visite de grands-parents est rejetée. L'ordonnance de protection existante restera en vigueur. Diane s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Ce n'est pas juste. C'est ma petite fille. J'ai des droits. Vous aviez des droits, Madame Patterson. Vous y avez renoncé lorsque vous avez drogué une enfant de 4 ans. La voix de la juge Thornton est devenue glaciale. La préoccupation première de ce tribunal est le bien-être d'Emma, pas votre désir de lien familial. Requête rejetée. À l'extérieur du palais de justice, James s'est enfin laissé aller. Il avait tenu bon pendant des mois de procédures judiciaires, de rendez-vous médicaux et de drames familiaux. Maintenant, il s'est appuyé contre notre voiture et a pleuré. J'espérais tellement qu'elle changerait vraiment, qu'elle comprendrait sincèrement ce qu'elle a fait et pourquoi c'était mal. Il s'est essuyé les yeux brutalement. Mais elle pense toujours qu'elle aidait. Après tout ça, elle croit toujours qu'elle avait raison. Certaines personnes ne peuvent pas admettre quand elles ont tort. Pas vraiment. Elles prononceront les mots si on les y force, mais elles ne les intériorisent pas, je les serrai contre moi. Tu ne peux pas réparer ça. Rachel a appelé ce soir-là, hurlant avant même que je puisse dire bonjour. Vous avez détruit la vie de maman. Elle voulait juste voir sa petite fille et vous avez empoisonné le tribunal contre elle. Rachel, ta mère a drogué Emma avec un médicament antipsychotique. Ce n'est pas une différence de philosophie parentale. C'est de la maltraitance criminelle d'enfants. Elle a fait une erreur. Elle ne savait pas que ces vitamines étaient un médicament sur ordonnance. Le flacon portait son nom. L'étiquette de la prescription. Arrête de te mentir à toi-même. Tu ne vas jamais laisser tomber, n'est-ce pas? Tu vas lui reprocher une seule erreur pour toujours. Oui, ai-je dit simplement. Je vais lui reprocher d'avoir délibérément et durablement drogué ma fille pour toujours, parce que c'est ce que font les bons parents. Ils protègent leurs enfants, même de leur famille. Rachel a raccroché. Nous ne nous sommes plus jamais parlé. La fête du 6e anniversaire d'Emma était simple et joyeuse, célébrée juste 2 semaines après la victoire au tribunal. Ses amis de l'école couraient dans le jardin, leur rire remplissant l'air de l'après-midi. Emma rayonnait en ouvrant ses cadeaux, complètement absorbée par le fait d'être une enfant normale ayant un anniversaire normal. Le père de James, Ronald, est venu, apportant une énorme licorne en peluche qui a fait pousser un cri de joie à Emma. Comment va-t-elle, a-t-il demandé doucement pendant qu'Emma jouait avec ses amis. Très bien. La thérapie a aidé. Elle s'épanouit à l'école, se fait des amis facilement. On ne devinerait jamais ce qui s'est passé, à moins de chercher des signes. Et vous deux? On va bien. Ça a été dur pour James surtout, mais on s'en sort. Ronald regarda Emma poursuivre un autre enfant dans le jardin. Diane m'a envoyé une lettre la semaine dernière. 40 pages sur le fait que tout le monde est contre elle, que les tribunaux sont partiaux, qu'elle est la vraie victime dans tout ça. Elle ne changera jamais. Non, elle ne changera pas, il soupira lourdement. Je suis resté marié avec elle pendant 20 ans en essayant de lui faire voir la réalité clairement. Ça ne marche pas. La maladie déforme tout, et même les médicaments ne peuvent faire que jusqu'à un certain point. Cette nuit-là, après qu'Emma se soit endormie et que les derniers invités soient partis, James et moi étions assis sur le porche arrière. L'air d'été était chaud et calme. Tu penses qu'Emma se souviendra de tout ça quand elle sera plus grande, a demandé James. Probablement pas les détails. Peut-être un vague souvenir d'avoir été à l'hôpital ou d'avoir eu peur, mais la thérapie l'a aidé à le traiter de manière adaptée à son âge. Elle ira bien. Je me souviens, quand j'avais son âge, je pensais que ma mère était parfaite. Elle avait ses épisodes, mais ils étaient contrôlés. Je pensais qu'elle était juste stricte, juste démodée. Je ne comprenais pas, James fixa le ciel qui s'assombrissait. J'aurais dû être plus prudent que de laisser Emma seule avec elle.
Tu as fait confiance à ta mère. Ce n'est pas une faute. Ça a failli tout coûter à Emma. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment, tous les deux en train de digérer l'année écoulée et tout ce qu'elle avait révélé. La famille que nous pensions avoir n'existait pas. La belle-mère que je croyais connaître avait été une construction, agréable en surface mais capable d'actions terrifiantes en dessous. Mais nous l'avons protégée, ai-je dit finalement. Quand ça comptait, nous avons protégé Emma. Elle est en sécurité maintenant. James a pris ma main. Elle est en sécurité maintenant. 3 semaines plus tard, Emma est arrivée en courant dans la cuisine pendant que je préparais le dîner. Elle tenait un morceau de papier couvert de dessins soignés au crayon. Maman, j'ai fait ça pour toi à l'école. C'est notre famille. J'ai regardé le dessin. 3 silhouettes se tenaient la main. Maman, papa et Emma. Aucun grand-parent nulle part sur l'image. Juste nous 3, complets et entiers. C'est parfait, ma chérie. Absolument parfait. Emma a rayonné et est partie jouer. J'ai épinglé le dessin sur le réfrigérateur, le laissant couvrir le calendrier avec tous ses rendez-vous médicaux et ses séances de thérapie. Ceci se terminait bientôt de toute façon. Emma guérissait. Le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir nous appartenait. 3 personnes qui se protégeraient, feraient confiance avec prudence et ne tiendraient plus jamais la sécurité pour acquise. Diane avait essayé de rendre Emma facile à gérer, et au lieu de cela, elle nous avait appris à tous ce qui comptait vraiment. La famille, ce n'était pas une question de lien du sang ou de confiance aveugle. La famille, c'était ceux qui assuraient votre sécurité, ceux qui se battaient pour vous, ceux qui choisissaient votre bien-être avant tout le reste. À cette mesure, notre famille de 3 était exactement de la bonne taille.